Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. À la une de l'actualité aujourd'hui, l'urgence climatique, point de ralliement des manifestations qui se sont tenues aujourd'hui dans plusieurs villes d'Europe pour demander une action immédiate des pouvoirs publics. Nous irons à Londres ou encore à Paris dans ce journal. L'émotion en Irlande du Nord après la mort d'une journaliste tuée en marge d'affrontements à Londonderry. Un groupuscule républicain a revendiqué l'attaque qui ciblait les forces de l'ordre. J-2 avant le second tour de la présidentielle en Ukraine et face au président sortant, c'est l'humoriste Volodymyr Zelensky qui est donné grand favori de ce scrutin dans un contexte de montée du populisme. Analyse à suivre dans un instant. Et puis la mobilisation ne faiblit pas au Soudan où les manifestants défient l'armée et veulent franchir une nouvelle étape pour obtenir la mise en place d'un gouvernement civil. Ils réclament l'état d'urgence climatique et de véritables actions de la part du gouvernement britannique. Au Royaume-Uni, des militants en sont venus à bloquer des points clés des transports londoniens pour se faire entendre et demander l'instauration d'une politique écologique digne de ce nom. Le récit d'Audrey Tilve. Sommes-nous la dernière génération ? Derrière cette banderole, une poignée d'adolescents venus manifester symboliquement devant l'aéroport le plus fréquenté d'Europe. Heathrow, point de ralliement au 5e jour d'un mouvement de désobéissance civile à Londres, à l'appel du groupe Extinction Rebellion. Je suis ici parce que j'ai peur pour mon avenir. J'ai peur pour l'avenir de tous. J'aime cette planète, j'aime tous ceux qui vivent, et c'est cet amour, cette peur qui me donne le courage d'agir. Personne ne fait rien de conséquent pour changer ça. Le gouvernement ne fait rien. C'est totalement inacceptable. C'est fou. C'est mal. Les gens doivent prendre conscience de ça et agir immédiatement. Changer les choses. Parce que sinon, il sera trop tard. Depuis lundi, les militants de ce réseau ont entrepris de bloquer des lieux emblématiques de la capitale britannique. Des occupations pacifiques qui ont compliqué la circulation et si elles ont donné lieu à plus de 500 arrestations, ils sont encore nombreux à faire le siège de ces points stratégiques pour réclamer un état d'urgence climatique et écologique, un objectif zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2025 ou encore une assemblée citoyenne sur les questions climatiques. Même combat à Paris où les manifestants ont pointé du doigt l'inaction du gouvernement français. Ils l'accusent d'être complice des grandes entreprises qui contribuent selon eux au réchauffement climatique. Maxime Baïs. L'endroit est symbolique, le quartier des affaires de la Défense à Paris. Plusieurs centaines de militants écologistes s'y sont retrouvés pour dénoncer ce qu'ils estiment être une alliance toxique entre États et multinationales, dans une ambiance parfois tendue. Total, EDF ou encore la Société Générale sont accusés d'être le moteur du réchauffement climatique. La Société Générale est vraiment dans le cœur du sujet et ça devrait être beaucoup plus impactant pour eux. Tout l'argent qui est mis dans 11 millions dans les énergies fossiles, pourquoi pas les mettre dans les énergies renouvelables ? 3 ONG dont Greenpeace et les Amis de la Terre sont à l'origine de ce rassemblement. Durant plusieurs heures, l'accès au bâtiment a été rendu impossible. Pour moi, c'est une prise d'otage. C'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Moi, j'ai envie de rentrer, j'ai envie d'aller travailler. Et voilà, là, on est coincé, on ne peut rien faire. Malgré les jets de gaz lacrymogène, les militants n'ont pas évacué le parvis de la Défense avant plusieurs heures. Le ministre de l'écologie a de son côté estimé qu'il se trompe d'ennemi en accusant le gouvernement. L'indignation s'est emparée de l'Irlande du Nord où une journaliste a été tuée par balle la nuit dernière en marge d'affrontements à Londonderry. Cette attaque menée par un groupuscule républicain contre les forces de l'ordre est traitée comme un événement terroriste par les autorités. Marc Bouchage. On croyait ces images appartenir au passé. Londonderry en Irlande du Nord a pourtant connu un nouvel épisode de violence. Dans le quartier de Cregan, des émeutes ont éclaté durant la nuit de jeudi à vendredi. 2 véhicules de la police ont été incendiés. Des violences qui ont fait une victime, une journaliste de 29 ans, Lyra Mackie. Elle est décédée à l'hôpital de Londonderry des suites de ses blessures.
La Nouvelle IRA, branche opposée au cessez-le-feu de 1997, est accusée de son assassinat et le spectre des troubles refait son apparition. C'est une attaque contre tout le monde en Irlande du Nord, que vous soyez catholique ou protestant, britannique ou irlandais. C'est une attaque contre la démocratie. Donc nous devons rester unis et dire que nous n'acceptons pas ça. Côté Sinn Féin, on condamne sans réserve cet assassinat. C'est une perte tragique. Elle était jeune et nos cœurs sont brisés. Ces personnes qui ont mené cette attaque n'ont pas de place dans notre société, ils n'ont pas de soutien. Ils nous ont tous attaqués, ils ont attaqué la communauté, les gens de Derry, le processus de paix et l'accord du Vendredi Saint. Londonderry, tragiquement célèbre pour avoir été le théâtre du Bloody Sunday, craint une nouvelle vague de violence. Jusqu'en 1998 et l'accord qui a fait taire les armes en Irlande du Nord, les troubles ont fait plus de 3000 morts en 30 ans. À Paris, l'incendie qui a embrasé Notre-Dame est intervenu à un moment particulier pour les fidèles catholiques, celui de la Semaine Sainte. Ce vendredi, un chemin de croix était organisé autour de la cathédrale. Les précisions de Maxime Bios-Duplan. Un chemin de croix un peu spécial en ce vendredi saint à Paris. Une procession a été organisée autour de Notre-Dame, derrière la cathédrale, fermée depuis l'incendie du 15 avril. Exceptionnellement, l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, y a participé. Plusieurs centaines de personnes, fidèles catholiques et curieux, ont suivi ce chemin de croix qui relate la passion et la crucifixion de Jésus. La cathédrale Notre-Dame devrait aussi être sujet de toutes les attentions ce samedi, avec la nouvelle mobilisation attendue des Gilets jaunes, dont beaucoup s'indignent alors qu'ils luttent pour leur pouvoir d'achat, des sommes astronomiques promises par des grandes fortunes pour la reconstruction de l'église. Mais face aux casseurs, le gouvernement français promet de ne pas se laisser faire. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour éviter les débordements, pour stopper les violences et arrêter les casseurs. Les consignes que nous avons passées aux forces de l'ordre sont claires. Réactivité, mobilité, dispersion systématique des attroupements, interpellation des individus violents. L'île de la Cité, où se trouve la cathédrale, sera entièrement interdite à la manifestation, de même que le périmètre des Champs-Élysées et du palais de l'Élysée. Quant au projet de rassemblement de Gilets jaunes aux abords même de Notre-Dame, cela relève de la pure provocation, estime la préfecture de police. C'est une échéance cruciale qui approche pour l'Ukraine. Ce dimanche, les électeurs sont appelés aux urnes à l'occasion du second tour de la présidentielle. Ils devront départager le chef de l'État sortant, Petro Porochenko, et son rival, Volodymyr Zelensky, humoriste et outsider, dans un pays en proie à un conflit qui a déjà fait plus de 13 000 morts aux portes de l'Europe. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Tatiana Katsouieva-Jean, directrice du Centre Russie et Nouveaux États indépendants de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour Tatiana Katsouieva-Jean, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Pour l'instant, Volodymyr Zelensky est donné favori de ce scrutin et d'après un sondage publié la semaine dernière, il est crédité de plus de 60% des intentions de vote, contre à peine 24% pour son rival. Pour quelles raisons, d'après vous, les électeurs ukrainiens expriment-ils un tel ras-le-bol vis-à-vis de leurs dirigeants sortants ? Je pense que les électeurs ukrainiens ont été extrêmement déçus de ces 5 ans qui ont suivi la révolution de Maïdan en 2014. Ils s'attendaient à ce que ça change de fond en comble dans le pays et surtout que leur niveau de vie s'améliore, qu'il y ait des repères très clairs vers quoi va le pays et que le système oligarchique et corrompu soit cassé. Or, ce sont ces choses-là que Petro Porochenko n'a pas réussi à faire. Mais est-ce que Zelensky peut être porteur d'un réel changement ? Il est accusé d'être à la solde d'un oligarque, le propriétaire de la chaîne qui diffuse ses spectacles, et il semble aussi séduire Moscou. Évidemment, il n'y a pas de réponse à cette question aujourd'hui. On sait que lui-même n'a pas d'expérience de gouvernement national, encore moins en politique étrangère. Et en effet, dès le début, on dit qu'il y a Igor Kolomoïski, l'un des oligarques ukrainiens, qui est derrière lui, et depuis 2 jours, on parle aussi des financements éventuels par la Russie. Mais je pense que ce fait qu'on l'accuse d'avoir des financements russes peut être extrêmement handicapant, en vérité, pour la Russie.
il peut se retrouver un peu à l'instar de Trump, accusé de ses liens avec la Russie, et devra, surtout dans un premier temps, tout faire pour démontrer à chaque fois qu'il n'est pas la marionnette russe ou la marionnette de Kolomoïski. Quels effets de cette élection sont à craindre dans le conflit qui oppose l'Ukraine aux séparatistes pro-russes depuis l'annexion de la Crimée et qui ne connaît pas d'issue ? Oui, tout à fait. Le processus de Minsk est dans l'impasse. Avec Petro Poroshenko, on sait que la ligne était extrêmement dure. Il a cédé sur rien face à Vladimir Poutine. Il y a un certain nombre d'espoirs qui est lié à Zelensky, qui est russophone. On va voir quels seront vraiment ses premiers pas, comment la Russie va les interpréter en faveur un petit rétablissement, même si je ne crois pas que le règlement du conflit de Donbass à l'est de l'Ukraine puisse être fait à brève échéance. C'est vraiment extrêmement lourd et complexe. Merci Tatiana Katsuyeva-Jean d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice du Centre Russie et Nouveaux États indépendants au sein de l'IFRI. Merci encore. Une nouvelle journée de mobilisation en Algérie pour demander la chute du régime. Les manifestants sont venus en nombre pour tenter de faire céder les digues de tout un système politique qui résiste au changement promis au sein de l'exécutif. Audrey Tilve. La principale avenue d'Alger, submergée par la foule. Dans la capitale algérienne, ils sont des centaines de milliers à s'être rassemblés pour un 9e vendredi de contestation. La démission d'Abdelaziz Bouteflika et les promesses de transition n'y ont rien fait. Ce qu'ils veulent, c'est le départ de toutes les figures d'un régime vieux de 20 ans. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour réclamer que l'ensemble du régime soit changé depuis ses racines. Les jeunes et les anciens sont avec nous. On ne laissera pas le mouvement s'essouffler. Nous continuerons de protester chaque vendredi jusqu'à la chute du régime tout entier. Ils doivent tous partir. Nous sommes déterminés. Face à des forces de l'ordre étrangement figées et à des artificiers venus vérifier un colis suspect qui s'est avéré être une fausse alerte, des Algériens refusant de cautionner la présidentielle du 4 juillet. Trop peu, trop tard, ils demandent le départ de tous les anciens piliers du régime Bouteflika, président par intérim et Premier ministre compris, dans le sillage du président du Conseil constitutionnel parti mardi. Quant à l'armée, puissance de l'ombre, son chef laissait pointer il y a quelques jours son impatience, mais en réitérant les promesses de changement. Au Soudan, les manifestants ne cèdent pas face à l'armée. Après plus de 4 mois de protestation, la mobilisation reste forte pour réclamer la mise en place d'un gouvernement civil. Marc Bouchage. Les Soudanais se sont de nouveau rassemblés jeudi à Khartoum devant le quartier général de l'armée. Une semaine après la destitution du président El-Béchir, ils exigent la dissolution du conseil militaire de transition et surtout l'instauration d'un pouvoir civil. Les manifestants rêvent d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Jusqu'à l'année dernière, quand on demandait à quelqu'un s'il voulait rester au Soudan, il répondait non, je veux partir. La volonté des gens était de partir et de quitter ce pays. Mais maintenant, nous avons tous envie de rester et de reconstruire notre pays. Nous sommes décidés à y parvenir. Les militaires soudanais sous pression de la rue et aussi sous pression internationale. En début de semaine, l'Union africaine a menacé de suspendre le Soudan de son organisation si l'armée refusait de quitter le pouvoir d'ici 15 jours. Et puis un mot de tennis avant de refermer ce journal. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a été éliminé en quart de finale des Masters 1000 de Monte-Carlo. C'est la sensation de ce tournoi de Monte-Carlo. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a été éliminé en quart de finale face à Daniil Medvedev. Score final 6-3, 4-6, 6-2. Le Russe, classé 14e mondial, a pris la mesure de son adversaire dès le début de match. Premier set en sa faveur, conquis au filet, tout en touché. Djokovic ne peut rien faire. Piqué à vif, le Serbe revient dans la deuxième manche qu'il remporte 6-4. Lui, qui a gagné 2 fois le tournoi, retrouve ses sensations et place un amorti de toute beauté. Mais cela ne suffira pas. Plus solide, le Russe de 23 ans s'impose 6-2 dans le troisième set. Il rencontrera en demi-finale un autre Serbe, Dusan Lajovic.
Quant à l'autre quart de finale du jour, Rafael Nadal, 11 fois victorieux à Monte-Carlo, s'est imposé en 2-7 face à l'Argentin Guido Pella. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site. Très belle soirée à tous.